Aujourd'hui, on plonge dans une théorie, disons, assez radicale, celle du physicien français Jacques Ravatin sur la conscience et la réalité. C'est un voyage qui vient vraiment bousculer notre perception du monde. Alors, accrochez-vous, on part explorer ce qu'il appelle le champ quantique de l'esprit. D'habitude, on a cette idée qu'on est des observateurs, un peu à l'extérieur de l'univers qu'on étudie. Mais la théorie de Ravatin, elle, part d'un postulat complètement inverse. Et ça se résume en une phrase: l'être humain est plongé dedans. On n'est pas des spectateurs, non, on fait partie du jeu, on est totalement immergé. En fait, ce qu'on explore ici, c'est un autre mode de pensée. Un mode qui, d'après la source, existait bien avant notre vision scientifique actuelle. L'idée, c'est de se demander si notre manière même de réfléchir ne serait pas en train de façonner et peut-être même de limiter la réalité qu'on expérimente. Alors, pour que ce soit bien clair, comparons un peu les deux. D'un côté, il y a notre pensée habituelle, la pensée cartésienne. Elle sépare bien tout, l'objectif, le subjectif, et tout se passe dans un espace-temps bien défini, bien local. Et de l'autre, on a le système non cartésien de Ravatin. Et là, tout change. L'objectif et le subjectif fusionnent, la réalité devient un champ non local, c'est-à-dire qu'elle n'est pas coincée à un seul endroit ou un seul moment. Et bien sûr, l'observateur est complètement dedans. Cette citation de Ravatin, elle tape en plein dans le mille. Elle suggère que notre obsession à vouloir être purement objectif, eh bien, c'est ça, le mur qui nous bloque l'accès à ce qu'il appelle l'univers quantique. Attention, quand il dit quantique, c'est plus une analogie philosophique qu'autre chose, hein. C'est pour décrire un état de perception qui est juste différent. Et c'est là qu'il introduit un concept vraiment central, le champ de cohérence. Il faut voir ça comme une sorte d'espace mental, un terrain de jeu psychique où cette perception un peu spéciale peut exister. C'est dans ce champ que la frontière entre soi et le monde commence à devenir floue. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, ça se passe comment? Comment on fait pour créer ce fameux champ? Eh bien, Ravatin ne se contente pas de balancer un concept, non. Il propose un véritable exercice mental pour y arriver. Prenons son exemple de l'étoile et du cosmos. C'est beaucoup plus parlant. D'abord, on isole un truc, une seule étoile. Ensuite, on prend conscience de l'ensemble plus large, toutes les étoiles. Et là, l'étape la plus délicate, la troisième, il faut tenir en même temps dans son esprit ces deux idées. L'étoile seule et l'idée de toutes les étoiles. Et de cette tension, de cette dualité, quelque chose de nouveau apparaît. Le cosmos. Un concept qui est bien plus que juste la somme de toutes les étoiles. Et le résultat de tout ce petit manège mental, c'est ce que Ravatin appelle une représentation quantique. C'est cette troisième chose, le cosmos dans notre exemple, qui a été créée uniquement par la pensée. Elle n'est nulle part en particulier, elle est délocalisée, et ses qualités vont bien au-delà de la simple addition de ses parties. Pour nous montrer que cette façon de penser n'est peut-être pas si nouvelle, la source va chercher des exemples, disons, plus ésotériques. Par exemple, les pyramides de Gizeh ne seraient pas juste des tombeaux, mais des machines conçues pour carrément modifier notre réalité. Pareil pour des concepts comme la pierre philosophale ou les ovnis, qui seraient des manifestations qui fonctionnent en dehors de nos règles de perception habituelles. Mais alors, la question qu'on se pose tous, c'est: si ce processus existe, pourquoi on n'est pas tout le temps dedans ? Eh bien, tout simplement parce que cet état mental est incroyablement fragile. On va voir maintenant ce qui nous fait retomber systématiquement dans notre réalité de tous les jours. Ravatin a une phrase pour ça, pour décrire l'effondrement de ce champ. Il appelle ça l'échec quantique. Alors, qu'est-ce qui provoque cette rupture? Alors voilà les pièges. Le simple fait de planifier quelque chose, hop, ça crée une notion de temps et ça casse l'immersion. Si on s'identifie trop à la représentation, si on se perd dans l'idée du cosmos, par exemple, on perd la conscience de soi qui est nécessaire. Il y a aussi les distractions, les petites incohérences qui s'installent, et enfin, le pire ennemi, la pseudo-objectivité. Vouloir rationaliser, comparer, analyser avec nos valeurs, tout ça fait s'écrouler le château de cartes et nous ramène direct dans l'espace-temps classique. Bon, on a vu la théorie, la pratique, les pièges, maintenant remettons toutes les pièces du puzzle ensemble. Au final, ça veut dire quoi tout ça? C'est quoi l'implication de cette théorie de Jacques Ravatin? Et voilà, on revient à notre image du début car elle résume tout. La thèse centrale, c'est ça. Un certain mode de pensée, une certaine conscience ne fait pas qu'observer la réalité, elle aurait le pouvoir de créer un champ non local, une sorte de bulle de réalité qui échappe aux règles de notre monde ordinaire. Donc le point vraiment crucial, le truc à retenir, c'est celui-ci. Notre façon de penser ne serait pas juste un outil pour décrire un univers qui existe sans nous, elle pourrait être l'outil qui en fait fabrique, qui génère l'univers même que l'on expérimente. Et ça nous laisse avec une question franchement vertigineuse. Une question qui rend cette théorie abstraite très, très personnelle. Si notre pensée,
individuelle et collective, peut vraiment créer un champ de réalité, quelle est la réalité que l'on est en train de construire tous ensemble, là, maintenant?